Bonjour. Bonjour. Je suis donc François Samarc. J'ai le grand plaisir d'être le directeur de CIONet. Je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour remercier Google de nous accueillir aujourd'hui et nous permettre d'exposer dans les 85 slides qui vont venir, non, c'est pas vrai, de vous exposer quels sont les sujets de préoccupation principaux de nos membres, de nos DSI. Je vais vous présenter très rapidement notre organisation, ce qu'on fait, et puis quelles sont donc les grandes tendances qu'on peut voir et quelles solutions, quelles recommandations on peut donner. Alors rapidement, CIONet, c'est une organisation, c'est une communauté de DSI. On invite les DSI et leurs direct reports dans le cas des plus grandes entreprises. C'est une organisation qui a été créée au démarrage il y a 8 ans, à une époque où on se rendait que la complexité du métier était de plus en plus importante, que de plus en plus on tendait vers ce que les anglo-saxons militaires appellent un VUCA world, c'est-à-dire un monde de volatilité, un monde incertain, un monde complexe, un monde et un monde ambigu. J'y arrive, je l'ai retrouvé. Bref, c'était la jungle. Aujourd'hui, on ne va pas parler de jungle parce que la complexité, elle existe toujours, parce que l'incertain existe toujours. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de rupture. On n'est pas simplement dans l'incertain, on est dans une révolution. Cette révolution, c'est la digitalisation. À travers un certain nombre de technologies, en fait, le métier même du DSI est en train de changer et le rôle de la DSI est en train de changer. Alors, je vais faire cette introduction et puis ensuite, Marie-Hélène, qui est la femme de l'art, prendra la parole et puis partagera avec vous son expérience. Donc très rapidement, pour finir sur CIONet, nous sommes une structure qui réunit aujourd'hui 4200 DSI en Europe. On est présent dans ce qu'on appelle, disons, l'Europe de l'Ouest, dans une dizaine de pays. On vient d'ouvrir en Amérique latine un CIONet Colombie. On va ouvrir bientôt au Brésil. Et puis on est en train de réfléchir assez sérieusement à s'implanter en Europe de l'Est et en Turquie. Notre métier, c'est d'aider les DSI à échanger entre eux, entre pairs, sur leurs expériences, sur leur savoir-faire. Et pour ce faire, on a tout un tas de services qu'on leur fournit gratuitement, des magazines, des newsletters, etc. Et puis surtout des séminaires qu'on organise dans chaque pays. On en fait à peu près un tous les 2 mois sur les sujets qu'ils nous ont demandé de traiter. Et pour 2013, l'ensemble de CIONet a organisé 55 événements. On en a fait 6 en France. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a eu 7 sujets principaux qui ont été traités, c'est-à-dire qu'en fait, d'un pays à l'autre, on retrouve les sujets de préoccupation principaux, bien sûr, même si on ne les traite pas forcément de la même façon. Je veux dire, les anglo-saxons sont plus technologiques, nous, on est plus stratégique et organisationnel, par exemple. Et donc, c'est sur la base de ces demandes-là que je vais vous expliquer ce qu'on voit comme sujet de préoccupation et comme grande tendance dans l'IT aujourd'hui. Donc, quelles sont les priorités? Voilà les 7 sujets qu'on nous a demandé de traiter l'an dernier. Alors si je schématise rapidement, il y en a 4 qui relèvent de la technologie. Ce n'est pas une grande surprise. C'est le big data, c'est le cloud, c'est la mobilité, et puis c'est la sécurité qui sous-tend et qui conditionne évidemment les 3 technologies précédentes. Et puis il y a 3 sujets qui sont plus organisationnels et stratégiques. Le leadership dans le domaine digital et dans le domaine de la digitalisation, l'IT en tant que business partner, en termes de partenaire réel des métiers, et puis un sujet purement RH, c'est comment je vais recruter, comment je vais gérer, comment je vais retenir les talents de mes équipes informatiques du futur, sachant que, comme toujours, moi, DSI, mon job, c'est de créer des équipes pour réaliser des tâches que je ne connais pas à l'avance. Si on regarde en France ce qu'on a prévu de faire cette année, là aussi, quels sont les sujets qu'on nous a demandé de traiter? Voilà, on retrouve la même chose. Le big data et la valeur ajoutée créée par le big data, l'open source et surtout les nouveaux modèles de l'open source. Ça, c'est déjà des séminaires qui ont eu lieu. Et puis, on va traiter bientôt l'identité numérique, la création de valeur par la mobilité, la sécurité dans le cloud. Et on fera à la fin de l'année notre grand congrès annuel sur les nouveaux rôles de l'IT. Et quand je parle de nouveaux rôles de l'IT, j'entends les nouveaux rôles de la DSI et du DSI à nouveau.
Alors, en fait, tout ça, si on veut le résumer et le synthétiser, c'est ce qu'on va appeler la digitalisation, la numérisation, l'entreprise numérique. Peu importe. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça veut dire une interconnexion pour tous les différents acteurs, qu'ils soient dans le domaine de l'entreprise ou dans le domaine du particulier. Ça veut dire partout et ça veut dire pour tous les types d'intervenants, des groupes, des sociétés, des individus, des objets. Ça veut dire quoi de façon un petit peu plus sensible? Ça veut dire que la révolution dont je vous parle, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique, elle a infiltré l'ensemble des métiers en dehors de l'informatique. Elle s'est déplacée. Le Gartner a indiqué il y a quelques semaines qu'aujourd'hui, environ 20% des achats informatiques dans les entreprises étaient réalisés hors DSI. Le Gartner estime que d'ici à la fin de la décennie, ce sera 80% des achats qui seront hors DSI. C'est ça la révolution. C'est ça le changement. Alors, on peut y trouver des avantages et des inconvénients, mais c'est réellement la tendance. Mais ça ne veut pas dire que le DSI n'aura pas un rôle crucial là-dedans, bien au contraire. Un autre chiffre, 60% des devices connectés qui se vendent aujourd'hui sont des smartphones ou des tablettes. Un énorme changement. Alors, si on essaye d'analyser un petit peu les conséquences et les composantes de cette digitalisation, il y a 3 pavés. Ils sont évidents, c'est le big data, c'est le cloud, c'est la mobilité. Le big data, il a un impact organisationnel, stratégique, très lourd. Ça veut dire quoi, investir dans le big data? Ça veut dire que je reconnais la valeur de la donnée dans mon entreprise. Qu'est-ce que c'est que la valeur de la DSI dans l'entreprise? C'est quoi? C'est son parc de matériel? Mais non. C'est son parc de logiciels? Encore moins. Non, la valeur de la DSI, le capital immatériel de la DSI, c'est la donnée et c'est les savoir-faire. Il y a, avec l'approche Big Data, la reconnaissance de ce changement complet dans la valorisation de la DSI, et sacrément à son avantage d'ailleurs. Le cloud, c'est les promesses de scalabilité, ce sont les promesses de capacité à déployer vite, à déployer globalement. La BYOD, la mobilité, c'est évidemment les promesses davantage d'interactivité, etc. Tout ça, ce sont les grandes promesses de ces nouvelles technologies. Comme toutes les promesses, parmi elles, il y en aura qui seront dépassées, il y en aura certaines qui seront tenues, puis il y en aura peut-être certaines qui seront déçues. En tout cas, c'est un état de fait. Et il n'est pas question, vous avez vu les résultats des analyses par les précédents orateurs, il n'est pas question d'éviter cela. Tout ça, pourtant, ça représente des sacrés enjeux pour les DSI. Le big data, le problème du big data, c'est qui est responsable. Est-ce que c'est la direction informatique qui est responsable des approches big data? Est-ce que c'est la direction marketing? Un excellent client de Google, Laurent Rousset de Célio, nous expliquait lors d'un dernier séminaire que 40% de leurs ventes à Célio dépendent des conditions météo. Ils ont donc développé des approches big data très fortes pour connaître finement les corrélations qui existent entre les météos locales et les choix d'habillement, etc. Donc c'est de l'informatique, c'est du marketing aussi. On peut très bien imaginer par ailleurs qu'une direction administrative et financière ait des besoins de big data. Enfin, le Gartner pointe qu'il y a de plus en plus d'équipes de data scientists qui se créent en dehors des directions informatiques ou des directions opérationnelles. Donc, toute la question du big data pour la direction informatique, c'est comment j'accompagne ça, comment je contrôle, comment j'évolue. Le cloud, ça pose des problèmes de cohérence. Où est-ce que je vais mettre mes données? Il va y avoir de toute façon du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride. Comment est-ce que je vais gérer ça? Problème de cohérence, problème de sécurité, comme l'orateur précédent le disait. Le BYOD, c'est pareil. Le BYOD, c'est un problème d'homogénéité, c'est un problème de consistance, c'est aussi un problème de sécurité. Donc bref, on est confronté à toutes ces questions, tous ces problèmes, et il y a des solutions. Encore faut-il avoir la possibilité de les adresser et de les adresser très vite. Et pour ça, le DSI est crucial. Et quand je dis crucial, j'entends le sens étymologique. Il est à la croisée. Il est à la croisée des chemins, il est le point central de la solution à tous ces challenges. Tout simplement parce que la DSI, par nature, c'est une structure transverse. Tout simplement aussi parce que pour assurer
la cohérence, pour assurer la qualité, pour assurer la sécurité, eh bien, il faut une compétence technologique forte, et que ça, c'est du ressort de la DSI. Mais pour faire tout ça, il va falloir être capable d'anticiper les évolutions. On a parlé pas mal de BYOD. Vous avez vu avec les présentations qui vous ont été faites que c'est WYOD dont il faut parler aujourd'hui. Le Wear Your Own Device. Qu'est-ce qui va se passer quand chez vous, dans votre entreprise, des gens vont venir avec des Google Glass? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir tout de suite à utiliser, je ne sais pas, par exemple des smartwatches pour équiper des équipes commerciales sur le terrain? Peut-être qu'avec ça, on peut développer des applications assez simplement qui vont augmenter l'interactivité, la vitesse de réponse des équipes commerciales vis-à-vis des clients. C'est des questions qu'il faut se poser maintenant, tout de suite. Il faut donc comprendre évidemment les besoins métiers. Et puis, il faut être perçu, et ça c'est toujours le challenge dans une DSI, non pas comme un fournisseur de services, mais comme un créateur de valeur. Avant-dernière slide, la disruption. On a une opportunité énorme pour que le directeur informatique, le Chief Information Officer, devienne le Chief Innovation Officer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire de l'IT un partenaire des métiers. Mais ça veut dire aussi être capable de marketer la DSI. Ça veut dire être proactif et savoir proposer de nouveaux usages avant que les demandes n'arrivent. Et puis, ça implique forcément de s'allier avec des sociétés très innovantes. Et les sociétés très innovantes, il y en a en gros de deux types. Il y en a des très très rares qui sont des grandes sociétés à grand spectre et très innovantes. Vous imaginez qu'un nom me vient à l'esprit aujourd'hui. C'est évident qu'une société comme Google est dans ce type-là. Et puis, en dehors de ça, il y a des sociétés, des startups, des petites sociétés innovantes qui sont capables d'apporter beaucoup. Depuis 3 séminaires, nos membres nous demandent systématiquement d'inviter 2, 3, 4 startups en fonction des sujets pour leur faire présenter leur pitch et que nos membres aient une vision de ce qu'elles peuvent apporter comme innovation. Vous avez la possibilité avec des startups de faire des petits projets courts, rapides, avec des quick wins ou des quick loss, c'est pas grave. Mais vous avez là la possibilité d'avoir une démarche d'innovation et de création rapide. Un dernier point, ça a déjà été soulevé, mais c'est évident. Pour être un Chief Innovation Officer, il faut avoir l'écoute à minima, l'aval certainement, et de la direction générale, et probablement, idéalement, être membre du comité de direction. Je vais en terminer par les compétences qui sont demandées, sur lesquelles il faut probablement que nous tous nous développions pour prendre plus en compte cette digitalisation. Bien sûr, il faut toujours avoir les compétences d'un DSI classique, old style, si on veut. Mais il va falloir développer des compétences à destination des gens avec lesquels on travaille, des compétences métiers, leurs compétences métiers. Vous savez, enfin, j'imagine que c'est le cas chez pas mal d'entre vous. On est en train d'intégrer dans les DSI des compétences qui ne sont pas des compétences informatiques, mais qui sont des compétences métiers. Il faut vous-même avoir la possibilité de développer ces compétences métiers. Alors là, voilà des exemples, mais avoir des compétences en e-commerce et en supply chain management, ça fait vachement de sens si on va s'amuser à développer des services qui vont permettre de multiplier des canaux. Oui, c'est bien de multiplier des canaux de vente, encore faut-il être capable d'éviter les conflits. Il faut avoir des compétences en marketing, en médias sociaux. On a aujourd'hui la possibilité de développer un marketing beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus proche du client. Il faut que la DSI soit pas simplement là pour prendre les ordres de la direction du marketing, mais qu'elle soit force de proposition. Il va évidemment falloir avoir la capacité de développer des produits et des services digitaux et de connaître et de développer ses compétences en management du changement. Voilà ce qui me semble être les réponses qui sont nécessaires à la digitalisation. Je voudrais dire que, pour conclure, que c'est un challenge, en même temps c'est absolument passionnant. Le rôle du DSI aujourd'hui n'a jamais été aussi passionnant. Il n'a jamais été aussi transverse, il n'a jamais été aussi global, il n'a jamais autant mérité le titre de directeur général de l'innovation. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Marie-Hélène. Donc je pense qu'il me reste 5 minutes 35 secondes pour vous convaincre.
En fait, je ne vais pas passer tous mes slides, mais je vais insister sur certains points qui sont vraiment importants. Contexte global, Sébastien en a parlé ce matin, non pas ce matin, début d'après-midi. C'est vrai que de toute façon, il y a 3 éléments clés importants. Un, vous n'allez pas porter tout seul la transformation digitale, donc c'est vraiment une volonté de l'entreprise de changer. 2, il faut être innovateur. Et moi, j'ai envie de vous dire, soyez dans une prise de risque, parce que c'est vrai que mettre en place un outil comme Google au sein de l'entreprise, c'est également une prise de risque, parce que vous allez amener des choses innovantes, vous allez vous mettre en avant, vous allez montrer que vous pouvez changer les choses, et vous allez induire un changement de business model au sein de votre entreprise. Et ça, c'est important. Donc, il faut vraiment que vous l'ayez jugé avant de mettre en place. Et aussi, la mise en place de Google et tout ce que vous pouvez faire en termes de transformation digitale, eh bien, Google est un élément clé, mais ce n'est pas que ça. Donc, vous aurez vraiment réfléchi à comment transformer votre entreprise. Et on l'a dit ce matin, on l'a dit dans Chrome, on ne peut pas tout mettre à la poubelle. Donc, on est obligé de garder. Donc, la transformation, elle se fait étape par étape, et avec des nouvelles choses qui arrivent. Et pour reprendre une présentation d'Oren Nadjar, il dit on pense d'abord si la nouvelle application peut être dans le cloud, et on essaye de trouver pourquoi elle ne peut pas être dans le cloud. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder notre métier quand on entame vraiment une transformation digitale. Alors, est-ce que vous connaissez le Morgan's Lab ? Levez la main. Je suis rassurée, c'est ma fille. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ma fille ? Parce qu'en fait, je pense qu'il est important qu'on réalise que nos enfants sont les employés de demain. Et je l'observe et je regarde comment elle travaille. Et un jour, j'étais dans le divan à côté d'elle et puis je lui dis, mais enfin, Morgane, tu as ton projet à rendre, tu es en permanence sur Facebook. Elle m'a dit, bah oui. Je dis, mais ça va pas là. Elle dit, mais si. On partage le projet, on a créé un groupe de travail privé sur Facebook. Je dis, mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce que mon école ne nous donne pas les moyens de faire du partage. Donc, on utilise ces moyens-là. Donc, aujourd'hui, si vous ne mettez pas au sein de votre entreprise les moyens pour ces jeunes qui travaillent de façon collaborative et qui ont l'habitude de travailler n'importe où, n'importe quand, sur des projets et sur les données de l'entreprise, il faut vraiment que vous soyez sûr qu'ils travaillent avec les outils pour lesquels vous avez envie qu'ils travaillent. Et donc, c'est hyper important. Et regardez vos enfants, comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment un laboratoire magnifique. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Regardez-les, parce que demain, ils sont là. Un jour, elle est arrivée en me disant « Maman, quand je suis à la maison, je suis sur mon PC, je travaille sur mon document, mais je voudrais pouvoir le réviser dans le métro. T'as pas une idée ?» Alors, je n'osais pas prononcer le mot. Elle me dit « Parce que tu sais, j'ai un compte Gmail et j'ai vu, il y a Google Drive. Je pourrais le faire avec Google Drive. » Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'une gamine de 17 ans, parce que c'était il y a 3 ans, elle arrive avec la solution d'elle-même. Elle avait trouvé le truc qui lui permettait de revoir son document, de le modifier dans le métro, mais quand elle allait arriver à la maison, donc pas de perte de temps, parce qu'elle avait 1 heure de trajet, mais quand elle allait arriver à la maison, elle allait reprendre son document là où il l'avait laissé dans le métro. Et donc c'est vraiment toute une démarche qui est dans la tête de nos enfants, mais qui sont aussi nos employés de demain. Alors, l'adoption. Donc, j'ai mis en place Google chez Europcar. Ça faisait partie d'un plan de transformation où on a mis en place aussi Salesforce, des outils d'analyse prédictive. Donc, c'est une évolution. Moi, j'ai envie de vous alerter sur certains points. Si vous avez cette réflexion, validez vraiment que la direction générale a acheté, qui sont vraiment les sponsors, parce que mettre en place Google sans avoir un fort sponsor, il y a des freins au sein de l'entreprise qui sont énormes. Et les premiers freins, ils vont venir de vos équipes IT. Pourquoi vos équipes IT ? Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire demain ? Je ne vais plus être indispensable. Je ne vais plus m'occuper de mes serveurs, Notes ou Exchange ou autres. Je ne vais plus mettre des patchs de sécurité. Je ne vais plus faire tout ça. Eh bien oui, ils ne vont plus faire tout ça. Donc, il faut leur apprendre
qu'on va changer de métier. Donc, validez bien l'adoption, faites un prototype avec vos équipes, emmenez-les chez Google et puis montrez-leur à quoi ça va ressembler leur métier de demain. C'est hyper important. Il y a quelque chose aussi qu'on hésite de faire quand on est DSI, c'est de faire une enquête. Faites-la, l'enquête de satisfaction utilisateur. Parce que c'est par l'enquête de satisfaction utilisateur que j'ai pu, au niveau de la direction générale, leur dire « Mais regardez, les employés qui sont dans les stations chez Europcar, eh bien, ils ont envie de se sentir faire partie d'un groupe. Et ils demandent des outils de collaboration. Ils voudraient avoir du chat, ils voudraient pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui est en ligne dans une grosse station et qui peut les aider parce qu'ils ont en face d'eux le client qui a loué à Orly ou à Roissy et ils ne savent que faire de la voiture. » Et donc, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas. Mettez en place aussi des enquêtes de satisfaction pour justement montrer au niveau des directions générales le besoin de collaboration s'ils n'en ont pas pris conscience. Comment faire? Gestion de projet classique, un comité de sponsoring au niveau de la direction générale. Ne sous-estimez pas la communication. Vraiment, il faut mettre à jour la direction générale sur où en est le déploiement, les freins, les personnes qui sont moteurs. Trouvez aussi, comme dans tout bon projet, un sponsor en disant bah, tiens, qui a envie de participer au pilote. Chez Europcar, on avait pris l'équipe d'audit interne. Alors l'équipe d'audit interne, c'est un bonheur par excellence. Parce que pour faire de l'audit interne, qu'est-ce qu'ils envoient? Des fichiers Excel, par mail. Donc après, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Consolider tous les pays. Et puis, ils fournissent le résultat au comité d'audit 3 mois après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Google Sheet, qu'on a partagé. On a envoyé un mail de partage à l'ensemble des auditeurs de tous les pays. Ils avaient chacun leur feuille à remplir, qu'ils ont remplie en ligne. Derrière, avec notre intégrateur, on avait développé une macro de consolidation. Les auditeurs au siège, une fois que les pays avaient rempli, ils cliquaient, c'était intégré. Le gain a été 2 mois et demi pour présenter les résultats à la direction générale. Donc, l'audit interne, franchement, elle était hyper heureuse. Donc, trouvez quelqu'un, si vous voulez mettre en place Google, trouver quelqu'un qui va vraiment être votre porte-flambeau sur ces sujets-là. Et puis alors, pour moi, une migration vers Google, ce n'est pas un problème technique. C'est une question de gestion du changement. C'était, je ne sais plus qui l'a dit cet après-midi, mais qui n'envoie plus de pièces attachées. Je pense que c'est Sébastien. Il n'envoie plus de pièces jointes dans ses mails. Ben non. Puisque avec Google, vous envoyez juste un lien et puis les gens vont voir le document. Et donc tout ça, c'est une gestion du changement parce que les personnes, elles ont leurs réflexes. Ils ont été plongés soit dans l'environnement Microsoft ou IBM ou autre depuis des années, donc ils ont des réflexes. Donc la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est reproduire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Or là, non, on va leur apprendre à travailler différemment. Et donc faites attention et s'il y a bien une chose à mettre en place, c'est vraiment une vraie équipe de changement qui va être là pour toutes les questions, pour les aider à répondre aux questions, pour travailler différemment, pour communiquer, pour lever les freins, pour être vraiment à leur disposition. Il y a un point aussi que j'aimerais insister, sur lequel je me suis un peu battue, c'est vous n'allez pas récupérer l'historique de vos données mail ou de vos dossiers qui sont sur les filers. On va vous laisser accès aux anciennes applications, mais vous redémarrez from scratch avec toute la suite Google. C'est une petite bataille en interne, mais si vous la gagnez, vous gagnez beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que les personnes vont aller directement et vont faire le saut directement dans l'environnement Google. Et ça, c'est hyper important. Choisir un partenaire. Je vous ai dit que ce n'était pas une problématique, de difficultés techniques, mais que c'était une capacité à délivrer des projets complexes. Donc, c'est vraiment, il faut trouver un partenaire qui a déployé une factory. La factory, c'est-à-dire un partenaire qui a
mis en place les outils qui permettent de migrer massivement des utilisateurs. Si je prends l'exemple de Roche, il migrait un pays par week-end. Donc ça pouvait être 1500 à 2000 ou 3000 utilisateurs en un week-end. Et le lundi, tout le monde était sur le pont et ça se passait bien. Parce qu'ils avaient préparé tout le changement, tout l'aspect communication. Donc, faites attention, vérifiez bien que votre partenaire a bien les outils, a bien développé ce qu'il fallait. Il faut que votre partenaire aussi vous accompagne. Alors, on avait mis en place chez Europcar différents, on avait trouvé un nom au projet. Donc, le projet s'appelait Moogly. Et on a mis en place tous les, les panneaux, les t-shirts. Il y avait même des petits cadeaux. On a fait un concours en interne. Il y avait des quiz qui apparaissaient toutes les semaines. Comment fait-on ça? Comment pouvons-nous envisager telle et telle chose? Donc ça, c'est la conduite du changement parce que ça devient la réalité de tout le monde. Et puis, le dernier point, c'est qu'on avait mis tous les relais adaptés à toutes les situations. Donc avec notre partenaire, on a vraiment pris le floor workers. Donc je ne sais pas faire, qu'est-ce qui se passe? Donc dès la fin de la migration, on avait des personnes de l'équipe informatique qui allaient voir les personnes qui avaient été migrées et être sûr que tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Il y avait aussi des Google champions. Donc on a mis en place des personnes qui jouaient les relais qui pouvaient répondre aux questions des utilisateurs. Et puis après, j'utilise Google Drive, j'utilise Google Sheets, j'ai une idée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on avait mis en place aussi, un Google Desk qui reprenait tous les projets et puis on faisait le tri et puis on avançait. Alors Google, moi j'ai quitté Europcar au mois de janvier, donc on avait fini de déployer Google chez Europcar. Depuis, j'ai croisé mes collègues qui étaient là ce matin pour les clients. Donc depuis, ça avance. La direction générale souhaite continuer à travailler, sur Google et ils sont même en train d'envisager, mais comment est-ce que Google peut mieux s'intégrer dans notre processus métier et comment on pourrait tirer parti maintenant de ce qu'on a mis en interne vis-à-vis des clients externes. Donc, c'est aussi un très bon, levier pour aussi faire en sorte que votre entreprise éventuellement change et amène de nouvelles choses. Et puis, ils envisagent aussi de faire le Google Day en interne, une journée consacrée à Google. Je pense qu'il y a 1 an et demi, quand j'avais présenté le projet, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, il y aurait le Google Day. Donc, il y a vraiment eu une adoption très, très forte de Google au sein d'Europcar et puis dans d'autres entreprises. Rebonjour, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous cet après-midi. J'espère que les démonstrations, les présentations produits, les témoignages vous ont plu, que ça vous a inspiré. Je voudrais revenir sur le thème en fait, de cet après-midi qui est la transformation digitale et particulièrement l'avantage compétitif en fait, qu'on peut tirer de la transformation digitale. Alors, cette phrase est intéressante, d'abord parce qu'elle vient de Larry Page, donc c'est le patron de Google. Mais au-delà de cette anecdote, c'est aussi quelqu'un qui finalement, en démarrant cette entreprise, avait assez peu de formats ou pas de format du tout. C'est-à-dire qu'on a tous, je crois que c'est Marianne qui en a parlé, on a tous des formats, on a été formatés par notre expérience éducative ou professionnelle. Lui, en fait, après sa thèse, en fait, doctorat, il a monté directement sa boîte et finalement, il a créé l'entreprise sans format prédéfini, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas et je pense que ce n'est pas votre cas non plus. Donc, en fait, la façon dont il a fait développer cette entreprise, il a géré les ressources et les talents, et il continue à le faire, c'est une démarche qui est originale par rapport aux industries. Et ce que dit cette phrase, ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est que finalement, c'est beaucoup plus difficile de faire croître ou d'améliorer une situation de 10% ou de 15% que finalement revoir complètement le problème
et dire voilà, je revois tout et je mets une ambition, une vraie ambition, et je fais en sorte d'arriver à cette ambition. Et c'est comme ça d'ailleurs, avec ce type de démarche, qu'on arrive à sortir des choses comme les projets X dont vous avez certainement entendu parler dans la presse, comme les Google Glass, comme les Loon, comme la Google Car. Donc c'est ce type de démarche en fait qui fait qu'on peut se projeter. Quelque part, on prend la liberté par rapport aux legacy, aux obstacles qui existent ou qui n'existent pas, ou des fois qu'on veut bien se mettre pour se rassurer, et on fait en sorte effectivement, et on fait tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Et c'est ça en fait qu'il y a derrière ce message. Je pense sincèrement que beaucoup de nos clients, les clients que je vous citais ce matin, il y a eu une session ce matin dédiée aux clients existants, sont inspirés implicitement ou directement de ce type de démarche et ont commencé cette transformation digitale pour acquérir cet avantage compétitif. Et alors, quand on les interroge sur l'apport en fait, qu'ils ont obtenu de la relation avec Google aujourd'hui, tous disent de façon très directe, comme l'a dit, je pense, Marie-Hélène, c'est l'apport sur le plan collaboratif, le fait de pouvoir partager en fait, de l'information, sans fichier attaché en l'occurrence, vraiment partager de l'information en temps réel et collaborer, gagner en productivité, ça c'est énorme et c'est clairement dit par l'ensemble des clients en fait, de Google. Le deuxième retour, c'est la réduction de coûts. C'est vrai qu'il y a une réduction de coûts qui est tangible et qui est directe en fait, qui est dès l'acquisition du modèle, on reconnaît une réduction de coûts et cette réduction de coûts, elle augmente au fur et à mesure, on améliore en fait la productivité. Au fur et à mesure, on adopte les outils, au fur et à mesure où on crée un lien intime entre les outils et les propres process internes de l'entreprise, notamment les process métiers. Et puis, bien entendu, comme c'est dans le cloud, et si en plus on a un AD qui est uniforme, qui est sympa, parce qu'on a bien prévu son projet, on a bien géré son projet au départ, bah finalement, tout ça se fait en termes quand on a une acquisition ou de la croissance organique, ça se fait naturellement, hein, puisqu'on devient compétitif, puisqu'on est productif, puisqu'on est plus fort, on croît, on gagne des parts de marché, et ça peut se faire de façon naturelle. On est mobile, donc on peut aussi inventer de nouvelles façons d'adresser les marchés ou les clients, ou d'interagir avec les clients, et on a cette capacité d'être flexible, d'être mobile, et de pouvoir fonctionner différemment. Et puis on crée l'innovation, et donc on crée de nouveaux produits, on crée de nouvelles opportunités de business. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape qu'on est en train sur laquelle on est en train de travailler et collaborer avec nos clients et qu'on souhaite en fait aborder avec vous, parce que ça correspond aussi à un panel de solutions et de services qu'on a sortis récemment. Vous avez entendu parler des Chromebooks et de Chrome for Meeting cet après-midi, vous avez entendu parler des services de type cloud, vous avez entendu parler d'Android. Donc toutes ces opportunités, en fait, elles vous permettent aussi d'adresser, finalement ce que disait aussi Marianne, c'est faire en sorte d'embarquer en fait la direction générale, donc d'adresser les points qui préoccupent vos patrons ou votre patron. Et c'est des points en fait, que vous connaissez tous par cœur. Hein. Donc c'est comment est-ce que j'attire les bons talents, comment est-ce que je crée un lien fort avec mes clients et j'augmente mon revenu, comment est-ce que j'améliore la marque, comment est-ce que je prends les bonnes décisions, comment est-ce que je gère ma donnée, comment est-ce que je prends la donnée, et en l'occurrence celle de mes clients, et comment est-ce que je la gère de manière à retourner une expérience qui me permette d'améliorer la satisfaction client et voire de créer de la valeur en plus pour l'entreprise. Et ça se fait avec effectivement de nouveaux services, nos partenaires, et je dirais une démarche. Et ce n'est pas forcément Google d'ailleurs, mais c'est une démarche. Parce que quand on a commencé cette démarche, donc à mettre effectivement l'entreprise dans cette transformation digitale avec le cloud, avec la mobilité, avec la notion de réseau social, la notion de partage, on est dedans. On est dedans et je dirais que le reste vient presque naturellement parce que la façon de fonctionner au niveau intellectuel en fait, nous permet d'y arriver assez naturellement. On est un peu plus dégagé des formats qui nous ont emprisonnés auparavant. Et j'ai envie de vous parler peut-être pas des 4 histoires, mais au moins 2-3 histoires. Première histoire, donc c'était Randstad. On avait démarré avec Randstad il y a 3 ans en France. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait été pratiquement impossible en fait, entre les différentes agences de communiquer, notamment avec le siège. On a mis en place en fait, la solution Google Apps for Business pour l'ensemble des agences. En France, ça a été un proof of concept, c'est-à-dire qu'on a vraiment démontré la valeur du collaboratif pour les agences en France, notamment c'était 6000 personnes, je crois. Et on a ensuite déployé sur l'ensemble du groupe, en l'occurrence sur 20 000 personnes. Chronopost, il se trouve qu'actuellement, en fait, Bernard Lemaire, qui est le DRH de Chronopost, est en train de faire une interview à BFM TV avec Sébastien.
Et en fait, c'est un projet qui est initié par lui, hein, c'est DRH, et qui essaie de trouver une solution, pas de l'informatique, une solution pour faire en sorte de garder ses talents, attirer des talents et garder le savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on appelle ça réseau social, on appelle ce qu'on veut. Donc, on a mis ça en place avec lui, avec son DSI. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai engouement et c'est un vrai vecteur en fait, de promotion sociale à l'intérieur de l'entreprise. On l'a vu aussi ce matin, il se trouve qu'il s'est déplacé, le CTO de Veolia, Hervé Dumas, était là aussi ce matin, mais je peux vous connecter avec lui. Ce qu'on a fait avec Veolia, c'est qu'on a déployé sur 90 000 personnes l'ensemble des solutions Google Apps for Business et sur certaines communautés en fait, de profils d'utilisateurs, notamment les gens qui, donc, typiquement les gens qui interviennent en fait, sur les interventions de réparation. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les équiper, on est sur ce projet d'équiper avec des tablettes en fait, un service de géolocalisation et la possibilité de communiquer en fait, avec la base. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ces personnes qui interviennent sur des points, s'ils ne sont pas connectés et s'ils ne trouvent pas la pièce qui leur est nécessaire pour réparer, un, problème de satisfaction client parce qu'on ne répare pas, deux, problème de coût parce qu'on est obligé de revenir, retrouver ce qui est nécessaire, trouver la compétence ou la pièce qui est nécessaire, et puis repartir pour refaire la réparation. Donc là, on gagne en coût, on gagne en satisfaction client, et on améliore aussi le réseau. Et puis quand même le dernier exemple, j'avais dit que 2, mais je vais faire les 4, c'est Cdiscount. Donc l'idée là, c'est, on parle de big data, là c'est un cas très concret. Cdiscount a des millions de données en fait, disponibles à travers simplement le fait que les internautes se connectent sous leur login en fait, et naviguent pour faire des potentielles acquisitions de produits. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse en temps réel avec des algorithmes et en se basant sur les capacités de calcul de la plateforme Google, l'information de manière à proposer en temps réel, de façon proactive, des propositions de produits en fait, et des propositions de produits qui correspondent finalement à l'intérêt de l'acheteur. Et on présente en même temps une expérience utilisateur, une expérience d'acheteur qui est optimale, qui correspond vraiment à l'envie de rester sur le site. Et ça, c'est des choses qui marchent et qui existent aujourd'hui. Et je n'ai pris que 3-4 exemples. Ça a été bien dit par Marie-Hélène, c'est pas, et aussi par François, ce n'est pas qu'un projet technique, ce n'est pas qu'un projet technologique. Bien sûr que le projet technologique est important, il faut que ça fonctionne. Bien sûr qu'il y a des prédispositions à prendre. Bien sûr qu'il y a du change management à faire, notamment sur l'adoption, mais c'est d'abord un projet, on pourrait le répéter 10 fois, c'est d'abord un projet de transformation qui a au moins 3 dimensions, vraiment la dimension culturelle. Et c'est pour ça qu'on a une initiative importante autour des DRH, parce qu'on pense que les DRH sont un vrai allié pour vous. Si vous êtes intéressé pour être le leader de cette transformation, il peut vous aider dans l'accompagnement et pour faire en sorte que cette transformation soit un succès. Et enfin, le business. Donc il est important d'aller chercher des sponsors dans le business, de préférence au niveau du board, parce que c'est comme ça que la décision et au niveau de gouvernance d'entreprise peut se prendre de façon satisfaisante, parce que c'est un long trajet la transformation et il faut être accompagné au moins avec ces deux types d'acteurs. Pour le faire de façon très instrumentale, ce qu'on peut faire pour vous aider et faire en sorte d'amener les directions générales, RH et métiers dans ce type de transformation, c'est vous recevoir dans le cadre de ce qu'on appelle un workshop innovation. Donc on a développé, je crois, c'est assez connu, une démarche innovation qui est assez productive. Donc on a même des recettes, on a des recettes qui sont montrées sur ce slide, qui consistent en fait à démarrer des projets de façon itérative. Et d'avoir la possibilité de se tromper ou de ne pas réussir très rapidement pour recommencer en fait, et finalement réagir plus vite et être successful de façon très très rapide. Partager un maximum d'informations, se concentrer sur la donnée. Donc on a ce type de démarche. On peut le partager avec vous pour essayer de mettre vos interlocuteurs, vos partenaires internes dans une démarche de créativité qui consiste à faciliter l'innovation. Et on a aussi beaucoup de practice, on a beaucoup d'expérience en fait avec des clients. Heureusement aujourd'hui,
Peut-être qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on a beaucoup de cas d'usage client extraordinaires. Il se trouve que je m'occupe de l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et de l'Afrique. J'ai par exemple en Italie, là j'ai un client qui travaille, donc qui est le premier distributeur italien, qui travaille sur des kiosques dans les magasins pour que les gens puissent consulter en fait les catalogues sans forcément aller fouiller dans le magasin. Il va proposer aussi un système avec une webcam de manière à ce que les gens puissent eux-mêmes en fait essayer virtuellement les vêtements. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin, des fois c'est un petit peu agaçant, il fait chaud, on ne va pas aller dans la cabine d'essayage. Ils vont essayer directement avec une webcam. Donc on développe un logiciel sur le cloud, en l'occurrence, sur la plateforme Google, pour faire l'essayage en fait virtuel et essayer plusieurs possibilités. On travaille sur des notions de point of sale, c'est-à-dire qu'en fait on va remplacer la caisse traditionnelle par un POS qui est en fait une Chromebox avec un écran tout simple. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent chez nos clients. On peut partager ces usages dans le respect de la confidentialité, dans le respect de ne pas créer de difficultés entre votre industrie et peut-être un compétiteur. Et d'ailleurs, bien souvent, j'ai remarqué que bien souvent, quand on partage des expériences, c'est bien plus intéressant d'aller voir des expériences sur des industries différentes des vôtres, mais qui peuvent avoir des similarités en termes de services et de profils pour exprimer la créativité des gens donc, qui participent au workshop. Bon, on peut faire tout ça. Donc c'est une invitation. Et j'ai envie de vous dire, donc, j'ai envie de finir cette session sur cette invitation et aussi sur une vidéo qui j'espère va vous inspirer parce que finalement elle dit tout. Elle dit tout par rapport à mon introduction. Donc c'est la transformation, c'est pas une itération, c'est beaucoup plus que ça. The actual moonshot is wonderful, inspirational, poetic, beautiful, involved great technical challenges, genuine heroism. It brought the world together. But think about the Polynesian islander on the dugout canoe, deciding one day they were going to go that way. No one had ever been that way before. No one even knew if there was anything that way before. It was amazing, and it changed the world. People can set their minds to magical, seemingly impossible ideas, and then through science and technology, bring them to reality. And that then sets other people on fire, that other things that look impossible might be accomplishable. Galileo is such a hero, in thinking big, and what he represents to me is both curiosity and wonder that humanity had, that pushed him and drove himself to invent and work on the first telescopes that allowed us to see the moon, and here we are. These aviation pioneers were figuring it out as they went. No one really knew how to build an airplane, right? No one knew how to fly an airplane. It was amazing and crazy and wonderful, and they wanted to explore. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. There's so many challenges in the world, and you could feel daunted by that, and sort of oppressed by that, or you kind of say, how might we think differently about this? Everyone else in the world is working on that next 10%. If you can be the one that delivers that 10 times improvement, you have a chance to really change things. If you want cars to run at 50 miles per gallon, fine, you can retool your car a little bit. But if I tell you it has to run on a gallon of gas for 500 miles, you have to start over. You need a lot of courage in this work, and you need a lot of persistence. One of the things that's really critical is not only having the courage to keep trying every day or thinking big, even if you don't really 100% believe it's possible, like you might think this might be possible, have the courage to try. That's how the greatest things have happened. You don't spend your time being bothered that you can't teleport from here to Japan, because there's a part of you that thinks it's impossible. Moonshot thinking is choosing to be bothered by that. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Humanity's progress has been a series of amazing, audacious things, from the very small and personal up to the great, big, and grand. And we are a species of moonshots. And to me, that's like the really amazing, poetic, and inspirational thing. I think our ambitions are a glass ceiling on what we can accomplish. When you find your passion, you're unstoppable. You can make amazing things happen. It's been true through all of history.
I believe in the human spirit, and I believe that there are always going to be crazy people who will get out of bed one morning and say, you know what? I think I can build a space elevator, and let's go and do it. But I think that if we become afraid to take these great big risks, we stop inspiring people. We stop achieving things. And the biggest nightmare scenario is that we won't have what it takes to solve the really big challenges. When Kennedy said that we would put a man on the moon, it's about the fact that he said, we don't know how to do this yet, and we're gonna do it anyway. And that sends chills up everybody's spine. Because if that happens, what couldn't we do?